Nous allons passer tout de suite à la table ronde. Donc, nous avons Magali Bernoin du département des Alpes-Maritimes qui va pouvoir nous présenter un dispositif qui intègre des méthodes agiles au sein de ce dispositif. Je te laisse passer, Magali. Voilà. Nous avons ensuite Monsieur Patrick Duverger de la ville d'Antibes qui va nous faire aussi une présentation d'une expérimentation par rapport à la démarche numérique engagée par cette collectivité. Nous avons Monsieur Pierre Pintaric du SICTIAM. Voilà, Pierre Pintaric du SICTIAM. Et enfin, comme je le disais en préambule tout à l'heure, les collectivités ont besoin d'un soutien extérieur généralement. Donc, on a souhaité joindre l'ADEME, notamment sur le dispositif de la Fabrique des mobilités. Et Gabriel Plassa va pouvoir en fait enrichir ces échanges. Gabriel, voilà. Donc, et pour favoriser en fait le débat, ce sera animé par notre collègue Fabrice Sacher du CNFPT qui sera amené à intervenir. Et moi-même, ponctuellement, j'interviendrai en posant les questions issues de Twitter ou sur le site du SICTIAM. Donc, je vais vous parler effectivement du programme de modernisation numérique que le département a engagé depuis plusieurs mois. Avant de vous parler de l'espace de co-construction qui a été beaucoup vendu en début de séance. Mais ce laboratoire d'innovation numérique s'inscrit vraiment dans un contexte plus large de transformation numérique de notre collectivité. Alors tout d'abord, il est évident que toutes les administrations aujourd'hui sont obligées de repenser leurs services publics et la relation qu'elles vont en fait créer avec l'usager, puisque le contexte a énormément changé. On a un contexte digital qui est très présent, avec des usagers du service public qui, dans leur pratique quotidienne, utilisent le numérique et qui peuvent s'étonner parfois de ne pas avoir l'équivalent en service public administratif lorsqu'ils ont des démarches à faire. Donc il est évident que les administrations sont obligées aujourd'hui de repenser quand même leur modèle pour proposer des services publics innovants. Et je souhaiterais quand même là-dessus faire écho à ce que nous avons entendu en début de séance. Il ne s'agit pas en fait de vider l'administration de son contact humain, mais bien de le repenser. Donc on est vraiment dans une dimension où on doit changer notre modèle. On est dans des administrations, vous le vivez tous au quotidien, assez hiérarchiques, souvent cloisonnées, où une direction lance un projet de son côté, sans forcément regarder ce que fait une autre direction, alors qu'elles peuvent être sur un projet assez similaire et pourraient mutualiser et capitaliser des choses en commun. Donc, ce nouveau contexte à mettre en place dans les collectivités, c'est vraiment un contexte où il faut pousser l'échange, favoriser la contribution, la participation. Ça a été également dit en début de séance. Il y a plein de talents cachés dans nos organisations et ce n'est pas un organigramme qui peut nous renseigner sur ce que savent faire nos agents. Donc, il est évident que les lieux d'ouverture et de participation sont des lieux extrêmement moteurs et leviers pour créer cette communauté, en fait, ce partage pour réinventer le service public de demain. Donc, notre directeur général des services, qui donc aujourd'hui est appelé à d'autres fonctions, a été, donc Franck Robin, a été en fait à l'initiative de cette idée. Il a dit il faut vraiment que notre département puisse devenir un département numérique en proposant des services en ligne, bien sûr, mais aussi en repensant les chaînes de processus internes, parce que il est évident que si on propose une interface utilisateur ou usager performante, mais que derrière les processus n'ont pas été repensés, la transformation numérique n'ira pas jusqu'à son terme. Et c'est ce que Francis Kuhn disait tout à l'heure, on ne peut pas accepter que la dématérialisation, par exemple, se fasse à moitié et qu'on puisse réimprimer un document et que la chaîne n'ait pas été pensée dans son ensemble. Donc l'ambition du département aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers cette transformation totale. Et quand on parle de transformation, on ne parle pas de modernisation. Cela signifie que cela touche en profondeur beaucoup de dimensions, des dimensions d'organisation,
des dimensions managériales, bien évidemment, et on est quand même dans une confrontation de modèles aujourd'hui avec notre traditionnelle hiérarchie, notre organisation pyramidale, un peu tayloriste, et puis tout ce que le numérique aujourd'hui nécessiterait, c'est-à-dire de l'échange, de la confiance, de la collaboration, de l'autonomie. Donc aujourd'hui, le département, comme je le disais, a pour but de moderniser ses processus internes. Alors ça touche toutes ces politiques publiques, hein. Ça touche les personnes âgées, les personnes handicapées, l'éducation, la gestion du patrimoine, la dématérialisation interne. Donc moderniser ces processus internes, c'est aussi travail en mobilité pour nos agents de terrain, hein, lorsqu'il y a des visites, des tournées de sécurité ou des tournées de maintenance ou des visites d'usagers à domicile ou en milieu hospitalier, c'est de les doter par exemple de tablettes pour faciliter en fait leur travail sur le terrain. C'est aussi partager par exemple un référentiel sur la gestion du patrimoine immobilier du département et puis passer en mode BIM. Là, le département vient d'être éligible en fait grâce au projet BIM du collège Yves Klein. C'est aussi offrir de nouveaux bouquets de services à l'usager, je vais y revenir tout à l'heure. Et là aussi, on est obligé de penser les choses de manière très transversale. On ne peut pas imaginer que la direction qui s'occupe du tourisme propose un service avec un compte utilisateur et que la direction des routes en propose un autre avec un autre compte utilisateur. Notre objectif, c'est vraiment de simplifier les démarches de l'usager sans aller peut-être jusqu'à l'objectif très ambitieux d'avoir un guichet unique sur la totalité de l'administration française. Ce serait déjà pas mal qu'on ait un guichet unique au niveau du département, en tout cas un guichet numérique. Et là-dessus, des briques comme France Connect, on va y revenir tout à l'heure, sont des briques qui sont extrêmement utiles pour faire avancer cette démarche-là. Et puis, troisième point, c'est intégrer également la dimension multicanale de la relation usagée. Le département n'est pas neuf hein, dans la relation usagée, il a une grosse dimension sociale hein, dans ses compétences, donc il est évident qu'il connaît bien cette relation à l'usager. Sauf que depuis quelques années, cette relation s'est quand même beaucoup complexifiée, puisque l'usager, par le passé, enfin, il y a 5 ans en arrière, nous saisissait par courrier, par téléphone et venait nous voir dans nos maisons de solidarité départementale. Et aujourd'hui, potentiellement, il peut aussi nous saisir par mail, ça l'a été dit hein, avec les récentes évolutions réglementaires. Et puis demain, il pourrait nous saisir éventuellement par des réseaux sociaux, par du chat, etc. Notre département aujourd'hui a un community manager donc, qui gère aussi cette relation réseaux sociaux avec les usagers. Et c'est vrai que ça complexifie les choses parce que du coup, il faut que l'on arrive à tracer cette relation. Il faut éviter que l'usager soit obligé de répéter 10 fois sa situation selon plusieurs modalités différentes ou que s'il passe d'une modalité à l'autre, il soit obligé de réexpliquer tout son passé et son dossier. Donc l'administration doit tracer, elle doit aussi centraliser cette information et puis former aussi tous les métiers d'accueil pour qu'on ait vraiment une stratégie de relation à l'usager. Et ça fait vraiment partie d'un des piliers de ce que le programme de modernisation numérique doit faire émerger, notamment cette année en 2016. Je vais m'arrêter un petit peu sur le programme France Connect, qui a déjà été évoqué il y a quelques instants par Francis Kuhn. Donc le SGMAP, c'est vrai, et l'État est rentré vraiment dans une démarche de facilitation, d'incubation pour aider vraiment les collectivités territoriales et toutes les administrations à rentrer dans cette nouvelle ère du numérique. Et depuis le printemps dernier, il y a des Open Labs qui se déroulent à Paris chaque mois. Et donc le département a eu connaissance de ce Open Lab et comme nous étions dans cette démarche-là, ben, nous avons souhaité y participer et nous associer, ce qui nous a permis en fait de participer à la définition de la première version de France Connect qui est actuellement expérimentée et qui a permis au département de proposer ce bouton en septembre sur l'un de ses services en ligne, suivi de dossiers pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc France Connect, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce dispositif,
c'est vraiment une brique fondamentale pour ce fameux guichet unique, puisque c'est la possibilité, avec tout le corpus réglementaire et protecteur de la CNIL, de permettre une fédération d'identité, donc en protégeant les données personnelles et en évitant qu'il y ait en fait une identification unique. Et cette fédération d'identité permet donc à un usager, de manière très simple, de se connecter à n'importe quel service en ligne, que ce soit un service en ligne de l'État, d'une commune, d'une métropole ou du département, avec un identifiant et un mot de passe unique. On voit là quand même qu'il y a un vrai enjeu, parce que vous avez tous certainement des listes d'identifiants et de mots de passe. Donc on est vraiment dans la première étape de simplification de la vie de l'usager. Mais derrière cette première étape, et c'est ce que l'on est en train d'expérimenter aussi avec les Open Labs de France Connect, il y a quelque chose qui s'apparente un peu à dites-le nous une fois, c'est que lorsque une administration détient une donnée administrative, un revenu fiscal de référence, un justificatif de domicile, un quotient familial ou je ne sais quoi d'autre, cette administration, grâce à France Connect et par le jeu de Web API, va pouvoir communiquer cette donnée à l'administration qui en a besoin pour instruire sa demande. Et là, on voit tout de suite aussi les gros avantages que cela va avoir pour un usager, c'est qu'il ne donnera plus certaines pièces justificatives. Et donc là où peut-être une démarche pouvait prendre 30 minutes plus N jours pour avoir une réponse, eh bien on va la diminuer à 5 minutes. Donc là on a des vrais enjeux de gains, d'interactivité entre l'usager et l'administration. Je voudrais également dire que dans ce programme France Connect, on a effectivement un profil agent, mais on a également des profils usagers, enfin personnes physiques, agents et professions réglementées. Donc je pense qu'on va aller aussi vers des simplifications de questions qui aujourd'hui crispent un petit peu les administrations, notamment sur les certificats médicaux, les données médicales et les données un peu sensibles. À partir du moment où on a la certitude que la personne qui se connecte à cette zone-là, qui est une zone un peu sensible, a été authentifiée comme étant une personne qui pouvait le faire, je pense qu'on lèvera aussi certains freins. Ce programme de modernisation donc, numérique, au-delà donc, du fait qu'il couvre toutes les politiques publiques, qu'il essaie de se raccrocher à des programmes innovants au plan national mais aussi au plan local, a fait quand même une large place à l'accompagnement du changement en interne. Et en fait, c'est un peu la raison d'être de mon poste, c'est que lorsqu'on a mis en place ce dispositif-là, on s'est dit, pour réussir cette transformation numérique, il ne suffit pas de mettre de la technologie, il va falloir aussi repenser les organisations. Et pour repenser les organisations, il va falloir qu'il y ait un espace, des personnes ressources qui facilitent la démarche. Voilà, donc aujourd'hui, je dirige une mission de pilotage du programme qui a notamment pour ambition de faciliter le travail en interne en acculturant. Donc, par exemple, nous avons un lab d'innovation numérique, je vais en reparler dans quelques instants, dans lequel nous organisons des formations de sensibilisation aux enjeux du numérique, à la protection des données, aux bonnes pratiques pour maîtriser le risque numérique, aux réseaux sociaux, et puis petit à petit, plein d'autres thématiques pour en venir s'ajouter à cela. On essaie également d'inviter des experts aussi dans notre collectivité pour venir apporter un regard nouveau. Alors, on essaie de faire venir des experts du public, mais on essaie aussi de faire venir des experts du privé, parce qu'on croit beaucoup aussi que la porosité entre public et privé peut apporter des choses intéressantes dans cette mutation. On essaie vraiment de passer sur un modèle participatif et collaboratif, puisque l'enjeu pour nous, c'est vraiment de sortir des silos et d'aller vers des politiques transversales. D'ailleurs, nous en avons identifié 7 aujourd'hui dans notre programme. Ce sont en fait des lignes de force qui ne peuvent pas être travaillées par les métiers de manière isolée. Notamment, enfin j'en citerai quelques-unes, on a le nomadisme, enfin le travail sur tablette, on a également les services en ligne, la relation à l'usager, la démat. Voilà, on ne souhaite pas que ces thématiques-là soient travaillées selon une vision métier qui est forcément une vision parcellaire. On souhaite que ces éléments-là soient vraiment posés sur la table collaborative du lab.
Donc j'y viens, ce fameux lab, des nouvelles méthodes. Donc c'est déjà un lieu qu'on a essayé de concevoir de manière différente, avec un mobilier un peu à la Google. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des invités qui arrivent, je leur pose toujours la question est-ce que ce lieu vous surprend dans une administration? Et oui, immanquablement, la réponse est « Ah oui, on se croirait chez Google, c'est sympa, c'est très convivial ». Bon, alors, je ne vous cache pas qu'il y a une machine à caféine bouilloire, ça c'est impératif, et puis des bonbons. Hein. Ça, si vous devez vous engager dans une démarche, n'oubliez pas cette petite dimension de convivialité qui est absolument importante. Donc c'est un lieu donc différent au niveau du mobilier et différent aussi au niveau des modalités de travail, puisque le but du lab, ça va être vraiment de faire participer, d'échanger, de co-construire, et si possible, mais à la limite, c'est vraiment si c'est possible, d'accélérer certains projets avec des développements au sein du lab. Et si ça n'est pas possible pour des raisons de maturité au sein de la maison, parce que les organisations font que quand même, on a des directions informatiques qui sont un peu isolé du reste des métiers, ça viendra plus tard. Mais l'important, c'est qu'on ait au moins les métiers et l'organisation qui rentrent dans le lab pour poser des problématiques et pour commencer à travailler différemment. Et on le veut également donc, comme un levier pour faire évoluer du coup, les pratiques professionnelles et amener les gens à travailler un petit peu différemment. C'est vrai que ça ne se fait pas en 15 jours. Bon, déjà parce qu'au niveau des méthodes, ça bouge un peu les lignes, hein, ça bouscule un petit peu. Mais au-delà de la méthode, on a quand même, donc, je le disais tout à l'heure, un management qui n'est pas toujours mûr pour ce type d'approche. Donc, du coup, on essaie aussi de le faire entrer dans le lab. Et ça marche quand même. C'est un lieu donc, qui a été conçu aussi avec un certain équipement. Donc on a des murs écritoires, on a un tableau numérique tactile, on a aussi une table technique qui permet de partager simplement la projection à l'écran. Ce n'est pas du superflu, je le vois à l'usage. Ce sont des équipements en fait, qui permettent vraiment de changer les postures de participation et de travail. Donc ce n'est vraiment pas une mode et ce n'est vraiment pas superflu que d'imaginer ce lieu-là aussi avec des outils différents. Voilà, on n'est pas sur une salle de réunion, on est vraiment dans un lieu où on peut coller des post-it, on peut écrire sur les murs et c'est très important. Je dois souligner d'ailleurs que dans cette modernisation du service public, le département ne souhaite pas travailler tout seul dans son coin et qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur une convention de partenariat complémentaire à celle que l'on a avec le SICTIAM pour que nous puissions tisser des liens avec INRIA, Polytech et Télécom Vallée, qui est donc un animateur important du numérique aujourd'hui dans notre département, pour essayer de voir si on a des projets, des tendances à partager pour essayer peut-être donc d'avancer ensemble un peu plus vite et un peu mieux. Donc je vais vous présenter en fait les 3 espaces de ce lab. Donc on a un grand espace qu'on a appelé l'atelier. Là c'est vraiment l'espace où on participe, on co-construit, où on accueille vraiment donc les agents, les cadres. On n'exclut pas d'accueillir des administrations, hein, puisqu'on était en pourparlers avec le CNFPT. On accueillera les usagers également, lorsque ces derniers, on aura besoin d'avoir leur avis sur le design d'un futur service public. Donc, un échange vraiment, un lieu vraiment dédié à l'échange. Donc, on a également un lieu collaboratif plus petit. Alors, c'est pas un lieu qui est très grand, hein, il fait 50 mètres carrés en tout. Un lieu que l'on a appelé la table, parce qu'effectivement, c'est une table technique qui le dote, donc qui permet de partager et de démocratiser en fait la projection sur l'écran avec un simple puck. C'est-à-dire on peut brancher un iPhone, on peut brancher une tablette, on peut brancher un portable et puis on se passe la projection à l'écran de manière très très simple. Et ça fluidifie vraiment l'échange et le travail. Et puis, on a un dernier lieu qui est la fabrique, qui est vraiment ce qui ressemble plus à un bureau finalement, qui permet aux développeurs de développer les maquettes qui auront été conçues en atelier. Aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait vraiment
pris possession de ce lieu. On a quand même un apprenti aujourd'hui qui travaille avec nous depuis plusieurs mois, qui travaille sur un POC, mais l'objectif, c'est de faire rentrer de plus en plus de projets informatiques dans cette fabrique. Donc, en conclusion, je partagerai bien volontiers la réflexion de Sénèque qui dit que le changement ne fait pas peur, mais c'est plutôt l'idée que l'on s'en fait. Donc, pour moi, cette transformation numérique peut réussir si on a vraiment des personnes ressources qui sont là pour soutenir, animer, accompagner, faciliter. Voilà, c'était le mot de la fin, et je pense que le lab est cet espace ressource aujourd'hui qui peut être développé. On est en train en fait d'apprendre en marchant. Donc pour l'instant, on n'a pas encore bien ouvert la réservation parce qu'on avait une crainte, c'était que les gens viennent dans le lab pour faire leur réunion. Auquel cas, on aurait un peu loupé notre coup. Donc pour l'instant, c'est moi la maîtresse du lieu. Donc je regarde les demandes. J'essaie quand même d'y donner une réponse favorable. Mais j'essaie du coup de pousser le travail en lab avec la modalité qui va avec. Hein. Voilà. Donc on peut tolérer une réunion de service qui permet en fait de s'approprier le lieu, mais très vite après, on va fortement inciter pour faire des ateliers. Moi, j'avais parce que vous avez largement insisté sur le rapport entre innovation numérique et organisation, et forme organisationnelle. Mais il m'a semblé dans votre propos qu'il y avait une certaine forme de déterminisme technologique. C'est-à-dire comme si c'était l'innovation numérique qui engageait la réforme organisationnelle. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser à une autre organisation pour pouvoir accueillir l'innovation technologique ? Vous avez sans doute raison, mais dans les faits, on se rend compte quand même qu'il faut des petits stimuli pour bouger l'organisation. Et c'est vrai que la technologie, alors il ne faut pas que ça soit une fin en soi, mais la technologie, ça peut être quand même l'élément déclencheur qui va faire que, puisqu'on a vraiment envie, ça nous fait rêver, on veut bien éventuellement un peu faire bouger nos lignes en termes d'organisation. N'y a-t-il pas le risque quand même d'avoir une espèce d'emprise et d'empire technologique sur les organisations et de perdre de vue ce qui constitue le cœur de votre activité, c'est-à-dire le service public ? Je ne pense pas parce que nous sommes quand même un groupe de personnes, donc avec une intelligence, un cerveau. Et une fois que l'étape, on va dire, le démarrage est engagé, ensuite l'intelligence humaine reprend très vite le dessus. Hein, donc, et je pense que dans une administration qui rend un service à l'usager, cette dimension-là est toujours très présente. J'avais une seconde question, pardonnez-moi, mais c'est que vous avez aussi insisté sur la relation transversale qui impliquait le numérique dans les relations de travail. Or, ce qui est une potentialité se confronte à une réalité qui est l'organisation hiérarchique des collectivités territoriales. Alors comment vous combinez les deux ? Ce qui est du ressort du transversal impliqué potentiellement par le numérique et ce qui est la réalité quotidienne des collectivités qui est une organisation hiérarchique. Eh bien, organisation hiérarchique, je précise, qui est constitutionnellement reconnue. Hein, ce n'est pas une espèce d'historiette. Ça demande une implication de tous les jours, de tous les instants et une grande énergie. Voilà, c'est quand même ma principale activité, c'est de défendre la transversalité qui est combattue à chaque minute. Combattue par qui ? Par les habitudes. Donc on a des plages de visite du lab. En règle générale, c'est le lundi entre midi et 2. Et d'ailleurs, si un usager a envie de venir le visiter, c'est bien volontiers qu'on va l'accueillir. Mais c'est donc un espace ressources interne, ce qui fait que la programmation est quand même planifiée par le département. Voilà, ce n'est pas un espace de coworking d'accès libre. Et il se situe donc au centre administratif qui donc est près de l'aéroport. Alors, dans un premier temps, on fait beaucoup d'acculturation. On essaie de faire venir également des experts externes. Mais je pense que dans un second temps, il va falloir qu'on passe à un autre modèle un peu plus efficace. Voilà. Mais là, il ne faut pas faire peur aux managers. Donc, on ne peut pas aller tout de suite sur les vrais sujets de demain. Et il faut aussi les accompagner. Donc,
moi, je crois beaucoup en fait au réseau social d'entreprise. C'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. Je me dis que c'est clairement quelque chose qui pourrait embarquer les managers dans cette histoire. Oui, moi j'entends bien ce que vous dites, mais par exemple, y aurait-il pas, en termes de management, non pas une solution qui permettrait de concilier à la fois ce qui est de l'ordre de l'innovation et ce qui est de l'ordre de la réalité de la relation hiérarchique? Ça serait d'instiller, par exemple, dans les entretiens professionnels, un critère qui serait, par exemple, pour les agents, l'usage de l'innovation numérique. Est-ce que vous y avez songé? Oui, on y a songé. Maintenant, c'est vrai que l'entretien professionnel, ça peut rester quelque chose de rester une procédure et ne pas rentrer dans les pratiques. Donc, il ne faut pas s'interdire d'avoir ce type d'idées pour promouvoir les usages, mais moi, je crois beaucoup plus à l'expérimentation et à l'appropriation en dehors de l'entretien professionnel, qui est quand même une relation hiérarchique avec des objectifs fixés. Alors, bien sûr, ça peut aider, mais il me semble que c'est plus efficace néanmoins lorsqu'il y a une appropriation réelle, concrète. C'est-à-dire que ça répond à des besoins professionnels. C'est peut-être une zone de confort professionnel qu'on va offrir, même si au début, le changement, c'est forcément une zone d'inconfort. Mais je crois beaucoup plus à cette démarche-là d'aller dans le sens de ce que veulent les gens. Parce qu'à ce moment-là, ils s'approprient les choses plus simplement. Très bien, je vous remercie. Donc c'est au tour de M. Patrick Duverger, qui est DSI de la ville d'Antibes. C'est bien cela, hein? Je vous passe la parole. Bonjour. Donc, je vais vous présenter succinctement les partenariats que nous avons faits à la ville d'Antibes. Donc, la ville d'Antibes, c'est Antipolis en romain. Donc, Sophia Antipolis, c'est la sage Antibes. Donc, il y a une connexion sémantique entre la technopole et la ville d'Antibes. Et donc, sous l'impulsion de son député-maire, M. Jean Leonetti, nous avons fait des partenariats d'innovation avec des entreprises de la technopole, dont certains sont présents aujourd'hui. Alors, la première innovation pour ces partenariats, elle est administrative, parce qu'on se posait la question tout à l'heure avec Philippe Ravix de la French Tech, comment peut-on faire participer le tissu économique local innovant dans le cadre des règles de la commande publique. Et donc, en dehors des subventions aux associations, la commande publique, qui est un processus très cadré, la délégation de services publics, j'en parle même pas. La première innovation des partenariats a consisté à faire des conventions entre une personne publique et une personne privée. Donc, ce ne sont pas des PPP au sens propre, ce sont des conventions publiques-privées, où la ville, la personne publique, va se mettre d'accord avec une entreprise privée sur une expérimentation à durée limitée, avec des attendus, et qui est également gratuite, c'est-à-dire que l'entreprise, ce qu'elle investit, ça lui reste en propre, et ce qu'elle met à disposition, soit des employés de la mairie, soit des citoyens, reste à propriété de l'entreprise. La propriété intellectuelle est bordée par les articles de la Convention. De la même manière, la personne publique, lorsqu'elle investit dans du matériel, elle utilise ces marchés publics qui sont distincts de la convention de partenariat. D'accord ? Donc voilà la première innovation que nous avons mis en place il y a maintenant 8 ans. Comment travailler avec une personne privée que l'on choisit, puisque je vous rappelle, un marché public, c'est on connaît le besoin, mais on ne connaît pas la personne qui va remplir le besoin. Et une innovation, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le besoin, vu que c'est innovant. Mais par contre, on sait avec qui on veut le faire. Donc on est dans l'antithèse d'un marché public. Et pour résoudre cette quadrature du cercle, une convention à titre non onéreux a été la solution qui a été trouvée. Voilà. Alors, premier partenariat que je vais vous parler, je ne vous parle que de partenariats actifs, c'est-à-dire qui sont encore en cours. On en a fait une dizaine ou une douzaine. Bon, donc là, je vous parle que des partenariats qui sont encore en cours. Le partenariat dont vous voyez une photo avec un monument qui communique, là, un monument communicant, c'est un partenariat avec SAP, SAP Canada, et avec les représentants de SAP en France, puisqu'il y a un labo de recherche à Sophia Antipolis. Donc SAP a porté la technologie. Le but était de savoir de quoi on parle quand on parle d'Internet des objets. Donc le partenariat a commencé il y a 2 ans. Maintenant, ça fonctionne. Donc il y a 2 ans, l'Internet des objets, c'était à la mode. Tout le monde en parlait et personne ne savait de quoi on parlait. Donc,
L'Internet des objets, c'est quoi? C'est rendre communicants des objets qui ne sont pas par nature communicants. Comment on fait ça? On fait ça comme d'habitude, soit avec une puce GSM et puis du 220 volts pour une carte qui va parler avec une cellule GSM. Donc ça, c'est du M2M. C'est limité par le prix de l'abonnement, par le fait qu'on est au secteur. Et tout ça, ça a été révolutionné récemment par des technologies qui permettent de discuter soit en ultra narrowband façon Sigfox ou LoRa, soit de phagocyter votre téléphone pour faire la communication avec le serveur. Et donc c'est ces technologies qu'on a mis en place. Donc on a des balises que l'on met dans des monuments qui sont pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Il y a une pile dedans, donc pas besoin de mettre du 220. Et la balise va discuter avec votre téléphone, et c'est votre téléphone qui va discuter avec la cellule GSM. Donc à l'époque, la technologie, elle démarrait à peine. Les balises, elles étaient à 300 €. Hein. Il y avait que des Américains qui faisaient ce type de balises. On a pris une société française 6 mois après le début du projet avec des balises à 30 €. Donc quand c'est 300 €, vous en mettez une dizaine. Quand c'est 30 €, vous en mettez une centaine. Et quand c'est 5 ou 6 €, ce qui est le prix actuellement, vous en mettez des milliers. Donc on comprend vite la révolution qui est liée à l'Internet des objets. Quand vous avez une dizaine de balises à gérer, c'est facile. Une centaine, il faut être un petit peu plus costaud. Et des milliers, ça se perd. Il faut les activer, les désactiver, il faut les gérer. Et les balises vont communiquer de manière plus ou moins anarchique avec vos téléphones qui vont communiquer avec les serveurs. Voilà le principe. Donc, le partenariat La Ville d'Antibes, en tant que personne publique qui va offrir le service à ses usagers, SAP, le fer de lance, le chef de file privé, EasyMedia, une entreprise locale qui fait du mobilier urbain et des iPhones géants, du mobilier urbain tactile. Et le SICTIAM, bien évidemment, le SICTIAM qui est le syndicat qui nous permet de passer à l'échelle dans ces partenariats, très souvent. Alors, donc la technologie, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, vous avez à l'écran la balise. La balise émet son identifiant. L'identifiant est donc lié au monument. Donc on sait quand vous recevez, on peut régler le rayon d'émission de la balise entre 5 et 30 mètres. Donc si vous recevez une notification, c'est que vous êtes à côté d'un monument, et ça donne l'impression que le monument vous parle. Vous passez à côté de la statue du Jom Plensa, le nomade d'Antibes, et votre téléphone va vibrer, comme si vous receviez un texto, et on va vous dire, est-ce que ça vous intéresse de savoir davantage de choses à propos de l'œuvre, voir quels sont les autres monuments autour. Avec la géolocalisation, vous allez avoir un petit circuit qui va vous permettre d'accéder à d'autres monuments, etc. Donc voilà la technologie qui a été mise en place. SAP est un fournisseur de back-office qu'on connaît très bien, hein, de RP. Évidemment, il y a un business model important sur la gestion de l'Internet of Things, donc de l'Internet des objets. Plus il y en a, plus il faudra des gros serveurs pour le traiter. On peut faire du big data derrière. Monsieur le député maire Jean Leonetti est très attentif à ce que la technologie ne permette pas un nouveau Big Brother et à ce qu'on fasse n'importe quoi avec les données de ses citoyens. Donc la conformité CNIL a été passée. Les données qui sont traitées sont anonymisées depuis la racine, c'est-à-dire depuis la source dans le téléphone. Donc toutes ces problématiques-là ont été vues dans le cadre du projet, parce que l'expérience n'est pas que technologique, elle est aussi organisationnelle et administrative, sur les aspects confidentialité. Voilà à quoi ça ressemble, vous pouvez downloader l'application. Donc le partenariat est terminé, mais SAP nous a gentiment laissé les serveurs tourner. Donc ça fonctionne encore. Voilà. Et comme c'est à titre gratuit, on ne peut pas exiger quoi que ce soit, évidemment, à la fin de la convention. Donc ce type de partenariat est intéressant pour les citoyens. Et si on doit passer en production, on sait qualifier le besoin, on est capable de faire un cahier des charges, donc on serait capable de le productiser en passant par un marché public. Et donc dans ce cas-là, ce n'est pas forcément celui qui a fait le partenariat qui gagne l'appel d'offres à la ville d'Antibes. Mais en tout cas, ça lui fait une référence. Donc vous comprenez le principe d'un partenariat d'innovation tel qu'il a été vu à la ville d'Antibes. Le deuxième partenariat, donc là c'est avec un consortium SAP-IBM, Sigfox, qu'on ne présente plus, société qui fait des très grandes cellules, avec des objets qui discutent sur des très grandes cellules radio dans des protocoles extrêmement light, c'est-à-dire on envoie 12 octets tous les quarts d'heure, mais ça suffit à instrumenter un réseau.
Donc là, on a instrumenté le réseau d'eau potable, puisqu'à la ville d'Antibes, on a refait la délégation de service public de l'eau potable en 2013. 1er janvier 2013, elle est active, donc en 2012, on l'a fait. Et ça nous a permis d'abord d'avoir le prix de l'eau le plus bas de France. Et le prix de l'eau le plus bas de France a été obtenu par une connaissance technique des réseaux. Connaissance technique nous a permis de simuler le montage d'une régie. Et cette régie était une offre publique, interne, qui nous permettait de savoir si les offres privées de la DSP étaient au bon niveau de prix. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu faire baisser les prix de la DSP, de distribution de l'eau potable. Donc la connaissance technique du réseau, savoir où sont les pannes possibles, les défaillances possibles, les fuites, quelles sont les difficultés, permet de savoir où est-ce qu'on va mettre les sous pour renouveler le réseau et comment on va atteindre les objectifs de rendement, d'indice linéaire de perte, etc. Donc là, suite à cette DSP, on a une connaissance assez précise du réseau d'eau. Et on va utiliser cette connaissance pour quitter l'aspect statique et passer à de l'aspect proactif, voire aller dans du prédictif. Donc le projet s'appelle PAPI, pas comme le plan des inondations. En anglais, Predictive Analysis for Pipeline Integrity. Donc ça signifie qu'on va faire du prédictif sur les réseaux. Et c'est un projet qui est agnostique. Il démarre sur l'eau, mais il est prévu pour se décliner sur l'électricité et le gaz. Donc, les challenges du projet, c'est l'instrumentation d'abord du réseau, avec la partie gauche où vous avez des technologies type LoRa ou Sigfox. Avec la data security au milieu, ça signifie qu'il ne faut pas se faire pirater les données, donc il faut les crypter. L'encryption de bout en bout est une difficulté importante, puisque dans la partie big data, on va gérer des données. Soit on les décrypte dans les serveurs pour faire des traitements, soit on les garde cryptés. SAP a mis au point des algorithmes de cryptage qui permettent de garder l'ordonnancement des données. Donc on peut faire de la business intelligence sur des données cryptées. Donc on a la donnée qui est cryptée à la source et on la décrypte que dans l'interface machine du dashboard de l'utilisateur. Donc ça, c'est une petite prouesse. Bon, dans LoRa, il y a l'encryption, mais dans Sigfox, il a fallu le faire. Donc il y a du SAP HANA dans le back-office, la plateforme HANA, avec tout ce qui est cartographie, le module cartographie et le module prédictif. Donc il y a une douzaine d'algos prédictifs qui nous permettent de faire une matrice de risque sur le réseau, une matrice de risque à l'instant T et une matrice de risque qui va évoluer dans le temps. Et à la fin, le résultat, je pourrais vous le montrer parce que le projet est assez mature, le résultat est assez flagrant. Il va nous montrer dans le réseau une carto qui est pilotée par la business intelligence. Et on va descendre dans le réseau pour aller jusqu'à l'endroit qui est le plus fragile et qu'il faut renouveler en premier. Donc on peut avoir un compte prévisionnel d'exploitation qui est généré en presse-bouton et qui nous permet d'avoir le planning de travaux de l'année prochaine en fonction de critères qui sont totalement computés, hein, qui sont calculés sur le back-office et qui peuvent même prendre en compte du prédictif. Alors, j'ai parlé de SAP HANA, mais il y a aussi IBM Bluemix qui va être utilisé. Et on va même injecter du Watson. Troisième projet. Alors, le troisième projet, c'est Smart Harbour. À Antibes, bon, il y a la mer, ça évidemment, et il y a un port qui est le plus grand port de plaisance en tonnage d'Europe. Ça signifie que c'est un port qui peut accepter des très grandes unités pour des yachts. Donc ça nous fait une particularité qui peut attirer des gens et attirer des clients potentiels pour des entreprises qui veulent fournir de la technologie. Et c'est le cas de Soprasteria. Soprasteria est venu nous voir en disant que le segment du Smart Harbour était un segment qui les intéressait. Après la Smart City, on va aller vers le Smart Harbour, donc les ports intelligents. Et Soprasteria a signé une convention avec nous cette année, enfin l'année dernière en 2015, donc qui commence au 1er janvier 2016. Et cette convention va consister à injecter de la technologie, tous les savoir-faire numériques de Soprasteria dans le port Vauban, pour la conciergerie numérique, pour la dématérialisation des procédures administratives entre la capitainerie, les yachts, les sociétés d'accastillage, etc. Et donc tout ça à titre gratuit.
afin que le Smart Harbour du port Vauban d'Antibes devienne une vitrine européenne et permette à l'entreprise d'amener des clients et de dire voilà ce qu'on sait faire. Et il vaut mieux amener des clients au soleil à Antibes que dans d'autres endroits de France que je ne citerai pas. Donc vous avez de la géolocalisation, vous pouvez tracer votre yacht, si vous en avez un, jusqu'à son quai. Le port connecté, c'est tout un tas de services évidemment disponibles sur iPad, sur smartphone, etc. On essaye de viser le premier port FTTB, Fiber to the Boat. C'est du FTTH, mais pas dans une résidence horizontale, dans une résidence verticale, dans une résidence horizontale et flottante. C'est du FTTB, donc de la fibre jusqu'au bateau, puisque nous avons fibré le port. Et comme il s'agit de yachts avec des gens qui ont besoin de services haut de gamme, on va leur mettre la fibre. Il y a la fibre aujourd'hui dans chacune des pannes, il ne manque plus que les bornes, et on aura le premier port FTTB d'Europe. Donc un port connecté. Dernier partenariat que je vous présente aujourd'hui, EduCloud Prime. Donc EduCloud, c'est une plateforme de contenu éducatif avec les dernières technologies numériques. Alors les partenaires Antibes, évidemment, le SICTIAM, parce qu'on passera à l'échelle grâce au SICTIAM dans d'autres endroits, avec d'autres universités. Donc ce projet démarre Antibes-Nice, avec l'Académie de Nice. Le chef de file privé, c'est Gaiatech, une start-up locale qui a développé le moteur Shiva, qui est un moteur 3D. Le moteur de recherche Quant, qu'on ne présente plus, qui est le moteur de recherche franco-allemand. Login People, une solution de sécurité qui part du principe qu'un ADN numérique peut être attaché à des devices, donc à des machines, et qui permet de faire de l'authentification forte pour rajouter login password plus l'appareil. Donc vous ne pouvez pas vous faire, si vous faites hacker votre password, si ce n'est pas sur votre machine, vous ne pouvez pas accéder au réseau, c'est ça le principe. Econocom, qui va fournir des tablettes, qui est un assembleur au niveau des machines, des tablettes numériques, etc. Le data center Euclid, qui est le data center de Sophia Antipolis avec deux locaux maintenant, un data center aux Trois-Moulins Antibes et un data center à côté de la place Vermont. Donc, le principe de ce projet EduCloud va consister à mettre les dernières technologies au service des contenus pédagogiques pour les enfants. Alors, ça signifie que les enfants devraient avoir, dans un avenir proche, des contenus pédagogiques qui sont classiques en 2D, avec des vidéos, etc. La possibilité de faire du web scraping, c'est-à-dire la capacité d'aller prendre des images, du texte dans le web, et se constituer son propre dossier, comme quand on fait une présentation, lorsque les enfants doivent faire un sujet sur un exposé. Voilà, merci. C'est gentil. Voilà. Donc, pour faire un exposé, le web scraping, c'est très utile. Et mine de rien, ce sont des technologies qui ne sont pas évidentes à mettre en œuvre. La 3D, ça devient un passage obligé. Lorsqu'on commence à avoir des enfants qui connaissent Florence et puis la Toscane via Assassin's Creed, avoir un moteur 3D qui permet de mieux comprendre comment ça se passait au niveau historique, culturel, il y a quelques centaines d'années, ça peut être très utile. De la même manière, un moteur physique peut expliquer des phénomènes qu'on aurait du mal à expliquer avec juste un crayon et puis un tableau, une craie et un tableau. Donc, il y a un moteur 3D français, Sophiapolitain, qui a été développé. C'est celui qui est utilisé dans EduCloud. Autre chose importante sur ce projet, c'est le GPU, le Graphic Process Unit. Aujourd'hui, on a tous embarqué dans des machines du CPU et dans la carte graphique du GPU. La tendance va être de mettre du GPU dans les data centers pour qu'on puisse streamer la puissance de calcul graphique et avoir sur des objets qui ne sont pas puissants en carte graphique le résultat d'un calcul qui est fait dans le data center. Donc les technologies évoluent et vont vous permettre d'avoir la même puissance de calcul qu'une console ou qu'un ordinateur boosté, mais uniquement sur un appareil qui n'a aucune capacité graphique via du streaming.
et via des calculs déportés. Donc ce sont ces technologies qui sont utilisées dans ce projet. Ah oui, et là normalement il y a la vidéo qui tourne. Donc la ville d'Antibes à l'époque romaine a été modélisée, donc le Antipolis a été modélisé. Alors il était évident que, étant donné qu'Aiatech a modélisé la ville d'Antibes, ce soit un partenaire idéal et évident pour ce projet. Voilà, donc là je vous ai fourni un contenu un peu technique sur ce qu'on faisait à la ville d'Antibes sur les partenariats. Sur les aspects organisationnels, on n'est pas en reste, puisque une fois qu'on a mis le partenariat en place, il y a toute une étude de l'usage. Est-ce qu'on a rencontré un usage intéressant et donc une clientèle? Donc on a des retours. Par exemple, le projet des monuments communicants, en fonction du nombre de downloads, en fonction du nombre de personnes qui acceptent les notifications, on apprend. Également les algorithmes, est-ce qu'on refournit les notifications ou est-ce qu'on arrête d'embêter les gens sur leur téléphone au fur et à mesure, etc. Donc il y a tout un tas d'usages qui sont une composante essentielle de l'expérimentation et qui permet à l'entreprise d'avoir un retour et d'améliorer son produit. Et c'est ça que leur apporte la collectivité, en plus d'une référence et en plus d'une couverture presse lorsqu'il y a un peu de communication sur l'expérimentation. Donc la forte présence des balises est-elle nocive pour la santé? Alors ce sont des tout petits rayonnements qui sont beaucoup moins dangereux qu'un téléphone. La balise va émettre quelques octets, 2 ou 3 octets, tous les 300 millisecondes sur un rayonnement de 20 mètres. Un téléphone, c'est en mégawattheure 100 ou 1000 fois plus élevé. Donc il y a moins de dangerosité qu'il ne pourrait y avoir dans un téléphone. Vous sachez quand même que la capacité à envoyer un signal en BLE, Bluetooth Low Energy, tous vos appareils l'ont. Donc tous les appareils, aujourd'hui, un tant soit peu intelligents, font du BLE. Sans que vous le sachiez, votre voiture rayonne du BLE. Donc c'est la même technologie. Et à la limite, là, elle est beaucoup moins nocive, puisqu'elle est déjà localisée à une dizaine de mètres de vous. Et en plus, l'émission est extrêmement faible, puisque le principe, c'est d'utiliser une batterie qui est une petite pile pendant 4 ou 5 ans. Donc la pile est censée tenir 4 ou 5 ans. Donc ça ne fait pas beaucoup d'énergie. Y a-t-il des questions? J'ai une question. Moi, je viens d'une petite commune du 04 où il y a 200 habitants et où on se bat depuis 5 ans d'avoir au moins ce qu'avait Nice il y a 25 ans, c'est-à-dire 8 ou 20 mégas. De débit. Là, vous parlez de streaming, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en développant, c'est provocateur, hein, je le fais exprès, hein, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vu les contextes politiques, géopolitiques, internationaux, en développant ce genre de stratégie, c'est-à-dire en privilégiant les très riches, une certaine clientèle, vous renforcez pas politiquement une grosse fracture sociale, numérique qui s'accroît et qui va, je vous assure, dans les campagnes, engendrer, on voit aujourd'hui dans les villages du Haut-Var, qui étaient républicains il y a 10 ans et qui élisaient des plutôt à gauche, etc., qui sont passés à 80% du Front National et qui, entre autres, se sentent complètement rejetés quand on discute avec la population, hein, en tant que moi je suis très proche des administrés. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fracture numérique, quand on voit tout l'effort qui est mis sur la côte et où on oublie un peu les arrière-pays, va engendrer encore plus de fractures sociales, pas de révolution, entre guillemets, parce qu'il faut quand même savoir que vous, quand je dis vous, c'est nous, parce que moi j'ai habité quand même 25 ans à Nice, hein, je ne suis pas non plus un révolté du Larzac, et j'ai fait mes études ici à Sophia Antipolis, donc à l'ex-INSA, hein, donc l'ancien Polytech, donc je sais quand même de quoi je parle. Quand on se retrouve dans ces petites communes, avec notre diplôme, d'abord on passe pour un martien, et puis on est à la réalité, et on s'aperçoit que les gens sont... Mais c'est de la folie, c'est-à-dire qu'avec le prix de votre installation du port, on doit arriver à mettre de la fibre numérique dans tout le 04, hein, à peu près, si je prends un budget. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fracture, indirectement, va provoquer des états de rejet, c'est-à-dire dans le parc d'attractions où vous venez pendant l'été, c'est-à-dire le Haut-Var, le Verdon, hein, espace de liberté,
qui est aujourd'hui là-haut. Un jour, vous allez arriver dans un coin où qui est complètement surréaliste. C'est ça un peu ma question, quoi. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas avoir une influence politique indirecte avec de tels développements qui sont magnifiques, hein. Moi, j'avoue, c'est les monuments qui parlent, ça m'enchante absolument. Merci. Donc pour le port Vauban, c'est gratuit pour la personne publique, hein. La personne privée, ce qu'elle va investir, ce sera sur ses fonds propres. Donc ce sera sur ses fonds propres. Ensuite, concernant, je vous ai toujours mentionné le SICTIAM dans les partenariats, et Francis, ici présent, ne m'aurait pas laissé faire des partenariats hautement innovants sans contrepartie. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans le schéma des usages numériques du territoire, ces partenariats, et le schéma des usages vient avec le schéma de déploiement du numérique. C'est-à-dire que si on déploie la fibre, on peut mettre des usages dessus. Donc ce sont les deux versants, les deux facettes d'une médaille, hein, d'une même médaille, et d'un même sujet. Donc on s'intéresse là dans des usages très innovants qui ne peuvent fonctionner que s'il y a le backbone fibre dont Francis va mieux parler que moi. En essayant, pardonnez-moi, je suis désolé, en essayant d'être bref, puisqu'il nous reste comme d'habitude. Le département des Alpes de Haute-Provence est un des premiers départements de la région PACA à avoir approuvé son schéma d'aménagement numérique du territoire. Et c'est aussi le premier département qui, grâce à l'initiative de la région, avec un syndicat mixte qui regroupe les deux départements, 0405 et la région, à avoir engagé des travaux de montée en débit et à partir de cette année, des travaux de déploiement de fibre optique. Le Briançonnais va être traité cette année, le pôle dinois va être traité cette année, et il y a aujourd'hui une planification de déploiement du très haut débit sur le 04 et le 05 qui est très aboutie. Les groupements de travaux sont retenus, les financements sont mobilisés, les subventions ont été obtenues, et donc on est vraiment dans une logique de déploiement sur vos deux départements dans un temps relativement court, dans les 4-5 années qui viennent. C'est le 05. Les deux zones que vous citez, ce sont les zones essentiellement économiques et de montagne, oui. Où pourquoi s'intéressent les politiques et pourquoi les personnes, parce que c'est l'endroit où les personnes qui sont dans les villes viennent en vacances. Moi, je vous parle du Verdon, je vous parle des endroits où on nous propose des solutions numériques à 40 km de la maison pour que le soir, le plombier, qui n'a pas de tablette, hein, le pauvre, hein, mais enfin, c'est là où se créent les emplois aujourd'hui, pour aller le soir après 18h faire du numérique. Moi, c'est ce décalage, c'est tout, hein, c'est une provocation exprès, c'est juste une prise de conscience, c'est-à-dire que c'est très bien, mais c'est comme si on fait des Alfa Romeo, mais on ne fait pas de route. Quand vous arrivez, vous quittez l'autoroute, vous ne pouvez plus rouler. Voilà, l'autoroute, le streaming, nous, on ne sait pas ce que c'est, parce que pour télécharger sur Photobox une image, il faut en gros 45 minutes. Ah, il faut du très haut débit. Voilà. Donc si vous voulez pour regarder la télé ou ne serait-ce que le streaming, il faut se lever très tôt. Je dis simplement, même si les choses ne sont pas faites à ce jour, vous constatez que ce n'est pas fait, je dis simplement que le département a été un des premiers à se lancer et que les investissements sont programmés et que ça va arriver jusque dans votre village, jusque dans n'importe quel village du 04 et du 05, dans toute la zone publique où le SICTIAM intervient, qui est en fait le haut pays du département des Alpes-Maritimes. Dans les 5 années qui viennent, la fibre sera déployée. Après, on a quand même besoin de travailler, de faire des appels d'offres, de programmer les travaux, de réunir les financements, etc. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Et effectivement, aujourd'hui, tous les maires nous disent « j'espère que je serai le premier servi ». Non, il va falloir 5 ans pour y arriver. Et on va y arriver, on va le faire parce que la dynamique est lancée et que la région est aujourd'hui même dans une logique d'accélération, d'aller plus vite, avec notamment les départements qui sont, eux, pas encore au niveau où est le 04, le 05 et le 06. Je pense qu'on reviendra sur cette question tout à fait cruciale de la fracture numérique. Moi je vais comme une question à vous poser en soulignant quand même l'idée du partenariat, puisque les trois projets que vous avez présentés mettent vraiment en évidence la nécessité de nouer des partenariats pluridimensionnels, y compris avec le privé. Sur le choix de ces trois projets, ça renoue un peu ou revient à la question que posait le collègue tout à l'heure. C'est-à-dire que vous nous parlez à la fois des questions relatives aux monuments, aux ports, à l'éducation, ne sachant pas encore qui seront les producteurs de contenu, parce que, outre la technologie, la question décisive, c'est quel contenu on y met et comment on y accède. Moi, c'était pourquoi vous avez retenu ces trois projets-là, et aucun des projets qui pourrait mettre en évidence une nouvelle conception de la citoyenneté, par exemple. Alors,
ces 3 projets ont été retenus de manière très simple. On essaye de faire du développement économique local. Donc on va faire notre marché au business pole de la CASA, de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Et également, on utilise SAP et IBM, les ressources en place, c'est-à-dire les ressources de recherche et développement françaises, hein, ou canadiennes sur le projet de SAP Canada. Donc le but, c'est de vendre l'écosystème local. Voilà. Dans un marché public, on ne peut pas choisir une entreprise locale, sauf en dessous du seuil, bien évidemment. Donc là, le but, c'est de faire des innovations qui servent à l'écosystème local pour garder les emplois, voire essayer de faire briller au maximum possible le savoir-faire. Ensuite, concernant la vision de la Smart City, la vision de la Smart City, elle est beaucoup plus large que des innovations éparses. Hein. La vision de la Smart City, c'est une vision où on a une boucle de retour des citoyens par rapport à des politiques publiques qui est beaucoup plus courte, qui est numérique, avec une participation, avec une sorte d'agora virtuelle numérique, où les gens vont être partie prenante des politiques publiques qui sont mises en place. Mais cette vision ambitieuse de la Smart City, cette cohérence, on l'a construit petit à petit avec notre compréhension des technologies et surtout en commençant par favoriser l'écosystème local. Bon, merci. C'est pas provocateur, mais vous avez favorisé la dimension économique avant sans doute la dimension citoyenne, c'est ça? Oui, ouais, très bien. Je vous remercie. Eh bien, bonjour. Alors, j'ai pour mission de vous présenter l'innovation vue par le CICAM. Donc, l'idée, c'était de vous montrer la méthodologie qu'on a mis en place depuis maintenant une dizaine d'années pour apporter justement de l'innovation, de nouvelles méthodes auprès de nos collectivités. Alors, la définition d'abord de l'innovation. Depuis tout à l'heure, on parle de l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va sur Wikipédia et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'innovation et l'action d'innover, c'est-à-dire d'introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de coutumes, de croyances, de systèmes scientifiques. On ne parle pas de technologie, on parle de tout. Là, on a accès essentiellement... hop, voilà, on m'a dit que je ne parlais pas bien. Donc, depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de technologie, mais l'innovation, c'est aussi de l'organisation, c'est aussi des nouvelles méthodes de travail, c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, au niveau du CICAM, on s'est quand même un peu orienté parce qu'on ne pouvait pas faire du général. Donc pour nous, l'innovation, c'est l'action d'apporter de nouveaux usages, de nouveaux services afin de satisfaire des besoins au niveau des utilisateurs. Là, à ce niveau-là, c'est la chance que l'on a, c'est qu'on a un bon retour de nos utilisateurs. On a quand même beaucoup de collectivités. On sait leur méthode de travail, on sait là où ça pêche et du coup, on peut anticiper les choses. Et en termes d'innovation, il y a différentes manières de l'appréhender. Pour nous, l'innovation, c'est essentiellement de l'innovation incrémentale. On ne va pas essayer d'aller sur de la rupture. On ne va pas arriver en disant bon, bah, la méthode de travail actuelle est mauvaise, voilà comment est-ce qu'il faut faire. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut y aller petite touche par petite touche afin que justement les utilisateurs soient rassurés. Et il ne faut absolument pas bouleverser leur quotidien. Sinon, il y a un effet de rejet et il n'y a absolument pas d'adoption des nouvelles méthodes. Dans ce cas-là, on se positionne et on se dit, bon, ben, on a des objectifs. Alors, quels sont les objectifs pour les collectivités à mettre en place de l'innovation? En premier lieu, c'est faciliter l'activité métier des utilisateurs. En termes de logiciels, en termes de méthodes de travail. La facilité au niveau organisationnel. Là, on parlait tout à l'heure de l'organisation. Ce sont des lignes qui sont difficiles à bouger. Néanmoins, il faut quand même y aller. Et en apportant justement de nouvelles méthodes, petite touche par petite touche, hein, il ne faut absolument jamais faire de la révolution. Hein. Petite touche par petite touche, les choses commencent à se mettre en place. Il faut aussi apporter de nouveaux services entre les collectivités et les administrés. Magali en a longuement parlé tout à l'heure. C'est vraiment un des grands objectifs au niveau des collectivités. Et dans l'innovation, on n'en parle pas assez, mais il y a toujours le vecteur communication. Il faut toujours se mettre en avant et pourquoi est-ce qu'on y va. C'est vraiment important pour les communes. Au niveau du CICAM, nous, pourquoi est-ce qu'on met de l'innovation justement dans les services? C'est essentiellement pour faciliter le travail de nos consultants. Plus leur travail est aisé, meilleur le service qu'ils fournissent aux collectivités est. Donc c'est vraiment très important. Au niveau des techniciens, donc les personnes qui interviennent au niveau des collectivités, là aussi, l'idée c'est de mettre de l'innovation
Éviter par exemple les déplacements pour que justement les interventions puissent se faire à distance. Là, il faut trouver de nouvelles techniques. Et pour nous aussi, c'est un vecteur de communication. Ensuite, l'innovation, on ne va pas la faire nous-mêmes forcément. En fait, dans très peu de cas, on va l'initier nous-mêmes. On va s'appuyer sur des partenaires, des entreprises. Et dans ce cas-là, pour eux, c'est mettre en avant un concept. Ils ont une idée, ils l'ont imaginé, ils l'ont mis en œuvre, mais est-ce que ça marche vraiment? Donc le principe pour eux, c'est justement mettre en avant leur concept, avoir un territoire de jeu. Et encore une fois, être un vecteur de communication. L'important, c'est que chaque innovation doit satisfaire un enjeu. On ne va pas faire de l'expérimentation pour faire de l'expérimentation ou de la technologie pour faire de la technologie. Là aussi, ça ne peut pas fonctionner. Donc dans ce cas-là, dans ce cadre de l'innovation au niveau du CICAM, c'est regardons les besoins, essayons de mettre quelque chose en face et voyons comment ça peut fonctionner. Au niveau des approches, on a 4 types d'approches. On a l'innovation externe. C'est un intervenant externe qui arrive, qui nous dit voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on en discute, on essaie de la mettre en place. Une collectivité nous dit j'ai rencontré cette entreprise ou moi j'ai ce besoin-là, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur ce sujet pour aussi apporter une solution? Il y a l'innovation interne. Au niveau du CICAM, on recueille les besoins des collectivités et puis on se dit là on voit qu'il y a un manque, hein, on galère tous sur ce point, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution? Et du coup on essaie de trouver un partenaire, on essaie de trouver une solution et on essaie de mettre quelque chose en place pour avancer. Et encore une fois, même en interne au niveau de nos collectivités par rapport aux différents contacts, il y a les concepts initiés par les collectivités. Et là c'est des collectivités qui sont vraiment proches du CICAM. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un projet? Alors là, il n'y a pas de recette, hein, c'est vraiment du tout venant. Hein. Il y a les rencontres qu'on peut faire dans des salons, dans des interventions diverses. Il y a les besoins, là on revient, c'est la commune qui vient nous voir, qui nous dit qu'est-ce que vous pouvez me mettre en face de ce problème? Donc on essaye. Il y a le moment, il y a l'air du temps, les modes, il y a beaucoup d'idées qui traversent les esprits au même moment. Donc il ne faut pas hésiter à les saisir et à les mettre en œuvre. Et puis il y a surtout, et ça c'est vraiment le principal, ce sont les personnes. Les personnes que l'on rencontre, les personnes qui portent les projets. Donc avec tout ça, on essaye de construire des actions, on essaye de construire de nouveaux projets pour que justement les choses puissent avancer. Alors, le CICAM est ce qu'il est, donc pour qu'un projet, une innovation puisse se mettre en œuvre, on a une gouvernance. Alors, le premier point, comment on fait? On identifie un projet. Ensuite, il y a une décision collégiale au sein du CICAM avec un groupe de direction. Est-ce que le projet est pertinent? Est-ce qu'il peut apporter une solution? Est-ce que ce n'est pas une idée farfelue de Pierre qui veut se faire plaisir? Ça peut arriver. Ensuite, on fait une étude de faisabilité avec des pilotes. On a de la chance, on a pas mal de collectivités, elles sont assez impliquées dans la vie du CICAM, et donc du coup, quand on essaye de mettre en avant un projet, on trouve toujours des collectivités pilotes qui disent moi je veux bien essayer, je vais voir un peu ce que ça donne. Et peut-être ça peut répondre justement au problème que j'ai. Par la suite, on présente le projet au sein d'un comité technique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du CICAM, on a un comité technique avec des DSI de collectivités qui nous donnent justement l'orientation technique que l'on va pouvoir leur apporter. Donc on leur présente les projets et puis ils nous disent c'est pertinent, c'est pas pertinent, on n'avance pas, on verra bien. On conçoit et on réalise le pilote. Donc là effectivement c'est avec les collectivités pilotes. Et l'expérimentation dure jamais très longtemps, hein, c'est entre 3 et 6 mois. Pourquoi? Vous le saurez à la fin. Mais l'idée c'est vraiment, il ne faut pas que ce soit trop long parce qu'un projet dans ce cadre-là, pour nous, si ça dure trop longtemps, ça s'endort, ça s'enlise, et au final, ça avance plus. Donc il ne faut pas que ça aille dans ça là. Une fois que le pilote est terminé, on fait un bilan. Il a réussi, il n'a pas réussi. S'il n'a pas réussi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il réussisse? On est parti complètement à côté, ou il y a des choses qui n'allaient pas, et il faudrait les corriger. Ce qui est important au niveau des partenariats que l'on tisse, c'est la partie communication. Et là, au niveau du CICAM, on a pris le parti de laisser libre cours au niveau de la communication à nos partenaires. On valide la communication évidemment,
mais ils peuvent justement communiquer et se mettre en avant. Voilà. Là aussi, hein, on part sur des partenariats gratuits, je ne l'avais pas précisé. Hein. Alors les freins, parce que bon, bah, y a toujours des réticences à mettre en place de l'innovation. Bah, c'est le frein au changement. On m'apporte quelque chose de nouveau, je suis dans ma zone de confort, ben, ça va me changer la vie, ça va pas aller. Donc il faut passer outre et des fois c'est pas facile. La mauvaise présentation de la solution. Si on arrive sur une solution, soit on la présente pas bien parce que ben, on n'est pas à l'aise avec le sujet et puis du coup c'est mal reçu par les personnes en face et ben, y a un rejet. Soit ben, la personne n'était pas réceptive à ce moment-là et on passe à côté. Au niveau de la réussite, une fois que le projet est lancé, qu'est-ce qui va faire que les choses peuvent bloquer? Il y a la mauvaise identification du besoin. Alors ça c'est vraiment très important. Hein. C'est je vais vous solutionner votre problème avec cette solution-là, mais en fait non. C'était pas du tout votre problématique et en fait je vous ai pas bien écouté et puis moi je voulais juste mettre en place cette solution. Donc là, échec. Mauvaise identification des collectivités. Quand on choisit les pilotes, on essaye de notre côté de choisir différentes strates de collectivités. Bah, des fois, il se peut qu'on choisisse que par exemple des moyennes collectivités et bah, quand on va commencer à déployer le projet sur des grosses collectivités ou des petites collectivités, bah, on va s'apercevoir que bah, les besoins sont tout autres. Donc il faut vraiment bien identifier les communes. La résistance au changement. Là, c'est on met en place les choses avancent presque bien, mais on voit qu'au niveau des agents de collectivité, ben, les choses ne sont pas prises en main, ne sont pas acquises ou adoptées. Et ben, dans ce cas-là, il faut vraiment faire de l'accompagnement, mais s'il y a un blocage à ce niveau-là, sachez que votre projet sera perdu. Et puis, très important, c'est le suivi du pilote. C'est pas je mets en place un projet d'innovation et puis dans 3 mois, je reviens vous voir pour que vous me donniez le bilan. Là aussi, ça ne marchera pas. Il faut aller toutes les semaines voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une correction du tir à réaliser? Un partenariat, un pilote, ça se fait avec le temps, petit à petit. Il ne faut pas se dire que je le pose, je reviens, la solution sera tellement géniale que tout le monde l'aura adoptée. Ça ne marche jamais. Alors, les facteurs de réussite, c'est le contraire de l'autre slide. Ben, la bonne réceptivité des équipes. Là, si vous arrivez au sein d'une équipe où vous allez mettre en place votre projet et qui sont complètement fermés, sachez que ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Si les personnes sont ouvertes, ben, ce sera beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire que ça va réussir, mais ce sera beaucoup plus facile. L'ouverture d'esprit de l'orateur. Je vais vous présenter mon projet. Vous allez me poser des questions. Mais si je bloque et je dis non, mais mon projet c'est ça, et puis de toute façon vous n'y comprenez rien, ça ne marchera pas non plus. Hein, je vous écoute. Effectivement, je dois corriger mon projet. Il y a des choses qu'il faut arranger. On est là pour travailler ensemble. Hein, l'orateur n'est pas un professeur. Il est là pour écouter les gens et les accompagner. Les enjeux la présentation des enjeux liés à la solution. Quand on va présenter un projet, il faut leur dire quel est le but final. Pourquoi est-ce qu'on y va? Hein, c'est pas, encore une fois, mettre de la technologie pour mettre de la technologie. Ça n'apporte rien. Par contre, faciliter le travail des agents, apporter des nouveaux services aux usagers. Ce sont vraiment des éléments qu'il faut présenter aux équipes dès le départ du projet. Présentation efficace de la solution. Ça, c'est vraiment l'effet WOW de l'innovation. C'est une fois que je vous présente à quoi ça va servir, je vous fais une petite démo. Et là, il faut qu'il y ait vraiment un effet wow au niveau de la solution. C'est ah oui, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et là, il y a tout de suite une adoption au niveau des équipes. Et là, on peut avancer. Et il ne faut pas négliger ce point-là, c'est la chance. Présenter le bon projet au bon moment, aux bonnes équipes. Absolument, c'est l'effet wow. Ah. Sans cet effet chance, ben, vous allez galérer, vous allez ramer. Mais on a eu de la chance, nous aussi au CICAM, ça arrive souvent. Hein, cet effet chance arrive souvent. Mais il ne faut vraiment pas le négliger. Alors, au niveau du bilan, les facteurs. Ben, il y a la bonne adéquation entre la maquette et les besoins. Encore une fois, c'est parce qu'on a bien écouté, c'est parce que la solution a su s'adapter en cours de route au niveau du projet. Hein, c'est vraiment le projet, souvent dans les projets d'innovation, entre le moment où on démarre et le moment où on termine, la solution n'est pas forcément la même. La bonne identification des collectivités, hein, c'est vraiment le pendant de tout à l'heure. C'est vraiment bien choisir les différentes strates de collectivités par rapport au projet, pour bien répondre aux besoins. La motivation des équipes,
Alors là, il faut l'entretenir. Hein, les personnes peuvent être très motivées au départ, mais après, il faut entretenir cette motivation. Il ne faut pas oublier que les personnes ont un travail à côté. Elles ne sont pas dédiées à votre pilote. Donc, il faut aller les revoir, il faut donner des objectifs, il faut motiver les personnes. Et ça va avec le suivi efficace du pilote. Il ne faut pas laisser s'endormir un projet. Si vous laissez un projet s'endormir, votre projet va mourir assez rapidement. Voilà. Bon, tout ça, on a fait le bilan, le projet a fonctionné, c'est merveilleux. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? On a fini? Non. En fait, le vrai projet commence. Parce qu'une fois que le pilote est terminé, on va passer un appel d'offres. Et quand on passe un appel d'offres, ce n'est pas forcément celui avec qui on a fait le pilote qui va être retenu. Hein, c'est vraiment des éléments à mettre à dire et à présenter aux partenaires. Le partenaire est là pour valider une solution. L'appel d'offres validera la solution en déploiement. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il soit suffisamment bien, du moins le partenaire soit suffisamment bien éclairé sur les besoins pour qu'il ait la meilleure réponse. Mais ce n'est pas systématique. Bon. Alors, sur le principe général, donc il y a une grande présentation qui a été faite sur les choses. Ce que je tenais à vous présenter, c'était quelques exemples en fait de projets d'innovation que l'on a réalisés. Alors, là, le premier thème, c'est action concluante. Un point qui n'a pas été abordé, c'est que, en fait, dans les projets d'innovation, en fait, il y a beaucoup d'échecs. On n'en parle pas assez, mais quand on fait de l'innovation, il faut se donner le droit à l'erreur. J'aurais peut-être dû faire un slide sur le sujet, mais le droit à l'erreur est vraiment important. Donc là, on va parler des actions concluantes. La virtualisation des serveurs. Donc là, on vous parle d'il y a une dizaine d'années. Quand on a mis ça en place, les gens nous demandaient où étaient les serveurs. On leur disait là. Non, non, là, il n'y a rien, il y en a un. Il n'y en a pas 10, il y en a un. Donc ça a été très difficile à expliquer et à faire adopter. Les tiers de télétransmission. Là, c'était il y a 6-7 ans. C'était vraiment le démarrage, alors qu'il y avait de gros acteurs. On a pu montrer qu'avec de petits moyens, on pouvait quand même aussi réaliser de bonnes choses qui, par la suite, sont devenus de moyens bien plus importants. Le parapheur électronique, que l'on a distribué. Bus applicatif, très important. Là, c'est une sorte de multiprise entre les différentes applications qui nous a permis d'économiser énormément d'argent en évitant l'interconnexion entre les différentes applications. On a mis en place un multiprise qui a permis aux applications de se connecter à ce multiprise et après à diffuser l'information sans avoir à modifier les différentes applications. Les applications en mode SaaS, donc les applications en mode SaaS, c'est le mode distribué de nos applications, c'est-à-dire que c'est plus la collectivité qui héberge son application, c'est le SICAM qui l'héberge pour la commune. Là encore une fois, c'est de la technologie, mais c'est essentiellement de l'économie et de l'économie financière et de l'organisation. Hein, les communes ont un service à haute valeur ajoutée, tout en ne dépensant pas des milliers et des cents. Les projets que l'on a en cours à l'heure actuelle. Donc on a une plateforme d'archivage. Donc là on est en train de passer l'agrémentier archiveur. La reconnaissance automatique des factures. Bon, typiquement, ça c'est un projet qui va mourir. Pourquoi est-ce qu'il va mourir? C'est que la solution technique fonctionne très bien. Bon, pourquoi est-ce qu'il va mourir? Parce que l'État va proposer Chorus Facture. Et donc du coup, comme en cours de projet, il y a un nouveau projet qui a vu le jour, on se dit, néanmoins, on a appris des choses. On sait maintenant comment dématérialiser les factures au niveau des communes, on sait les procédures à mettre en place. Mais la solution technique, finalement, on va en retenir aucune parce que l'État va nous proposer quelque chose. Donc, c'est un projet qui va mourir, on va l'abandonner. Autre projet au niveau de tout ce qui est SIG, tout ce qui est cartographie, c'est les vieux obliques et l'IPLU. L'idée, c'est on prend des photos aériennes, on modélise les différents territoires et on peut sortir de la cartographie. Et ça de manière automatique. À l'heure actuelle, on a un cartographe, un géomaticien qui met les différents points et qui construit les cartes. L'idée, c'est justement d'automatiser la chose et de permettre une accélération des réalisations des cartes. Donc là, sur ça, on est en train de mettre en place justement des pilotes et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Un jour, il faudrait faire une démonstration rien que sur ça. On en est bien pour 2 heures. Les projets d'avenir. Donc, sur quoi est-ce qu'on va aller sur 2016? Donc, projet d'avenir, c'est vraiment 2016. Donc, la box SICAM.
Donc au niveau des actions du SICAM, donc on vous parlait du déploiement de la fibre. L'idée, c'est de pouvoir apporter au sein des collectivités une box dans laquelle il y a un minimum de services. Alors que ce soit des services réels, physiques, ou un paquet de services, l'idée, c'est de pouvoir apporter des fonctionnalités que les collectivités ont besoin, tout en n'ayant pas forcément les moyens d'en disposer. Hein. Supervision interne des matériels. À l'heure actuelle, quand un poste de travail commence à mourir, vous vous apercevez que quand il est mort. L'idée de cette box, c'est justement d'anticiper la chose. Vous dire, attention, vous avez un poste qui va bientôt mourir, il faut faire quelque chose. Dans pas mal de collectivités, quand il n'y a plus d'encre ou plus de papier, ben, c'est au moment où vous imprimez, vous en apercevez. Chose toute bête. Hein. L'idée de cette box-là, c'est de pouvoir vous anticiper la chose et vous prévenir. Voilà. L'authentification forte sans certificat. Tout à l'heure, au niveau des projets avec Patrick, on en parlait déjà. Mais là, à l'heure actuelle, quand on a besoin de s'authentifier de manière forte sur les plateformes de l'État ou sur nos plateformes, on prend son certificat électronique et puis c'est le seul moyen. Il y a un coût, c'est pas donné. C'est de plus en plus difficile avec les différents systèmes d'exploitation. L'idée de ce projet-là, c'est de se dispenser du système d'exploitation, de pouvoir le faire sur son téléphone portable, de le faire sur sa tablette, vraiment de le faire de partout. Projet qui va avec, c'est la signature électronique en mode SaaS. À l'heure actuelle, encore une fois, la signature électronique, vous avez votre certificat électronique, votre clé, pour que ce soit à valeur probante. Vous la mettez dans votre PC, Windows, Mac, mais c'est un peu plus difficile. Linux, pour ceux qui ont Linux, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas sur les tablettes, ça ne fonctionne pas sur les téléphones portables. Donc c'est assez limité. Ça va être encore plus dur. Ça ne fonctionne maintenant quasiment plus sur Internet Explorer. Sur les anciennes versions, ça ne fonctionne seulement. Ça ne fonctionne pas sur Chrome, pour ceux qui utilisent navigateur Chrome. Ça ne fonctionne que sur Firefox. À la fin de l'année, ça ne fonctionnera même plus sur Firefox. Donc on aura un problème au niveau de la signature électronique. Donc pour anticiper ça, on met en place ce projet-là pour essayer de trouver une solution qui va permettre une signature sans avoir la contrainte du système d'exploitation et sans avoir la contrainte du navigateur. Et ainsi que toujours pouvoir proposer ce service au niveau des collectivités. Ça ne va pas être un projet facile. Projet à venir, donc il y a aussi la GED, gestion électronique des documents. C'est de l'innovation sans être de l'innovation. La gestion électronique de documents, il y en a pas mal qui l'ont mis en place. À l'heure actuelle, c'est très en silo. J'ai mon service ou mon produit, je l'utilise comme ça. La transversalité de l'usage n'est pas vraiment mise en œuvre. Donc l'idée au niveau de ce projet-là, c'est comment systématiser la transversalité de la gestion électronique de documents en fonction de toutes les applications et de tous les services. J'ai des questions parce que l'avantage du SICAM, c'est que vous avez une position un peu stratégique. Vous êtes à la fois le réceptacle, si je puis dire, de toutes les innovations technologiques. Donc, vous êtes à la fois pris dans la décision publique, vous êtes dans les organisations publiques, donc, et vous êtes évidemment présent sur la diversité des territoires. Donc, vous occupez une position stratégique. Davantage qu'une collectivité, si je puis dire, du point de vue qui nous occupe ici. C'est votre raison d'être. Donc moi j'ai deux questions. La première, vous évoquez tout à l'heure les freins au changement. C'est bien ça. Hein. Je ne parle pas des résistants, je parle du frein au changement. Est-ce que le frein au changement, tel que vous l'identifiez dans votre PowerPoint, est lié à la question du rapport entre l'innovation technologique et la question de la décision politique? Est-ce que le frein au changement vient parfois d'une difficulté politique ou d'un désaccord des élus politiques? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, puisque vous avez une vision territoriale, je reviens sur ce problème tout à fait crucial, hein, puisqu'il occupe beaucoup l'intérêt de nos gouvernants, c'est la question de la fracture numérique de deux niveaux, hein, fracture numérique territoriale, ce qu'on appelle les zones blanches, mais aussi fracture numérique culturelle ou générationnelle. Donc sur la question de la fracture numérique, mais seulement du point de vue territorial. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui avez cette vision, que dans certains secteurs, je ne parle peut-être pas du département du 06, mais dans les zones de montagne notamment, je vise le Champsaur, je vise le Kéra, je vise l'Ubaye, etc., n'y a-t-il pas là un effet d'irréversibilité? Qu'on voit que les grandes entreprises publiques, que les grands services publics, je pense à la santé par exemple, sont déjà très largement nourris
de l'information et de l'innovation technologique, alors que ces territoires en sont complètement dépourvus. On voit que, par exemple, les médecins de ces zones géographiques ne parviennent plus à avoir des contacts réguliers avec les hôpitaux, par exemple. Idem pour les pharmacies, etc., etc. Alors, on parle de projets à 2, 3, voire 4 ans. Mais est-ce que là, on n'est pas dans une zone d'irréversibilité? Est-ce que ces territoires ne risquent pas de pâtir très largement de cette fracture numérique? Alors, pour répondre à votre première question. Alors, la première question, c'était le politique. Est-ce que le politique est un frein? Vous rencontrez pas, parce que c'est une question importante, c'est l'équilibre entre, d'une fois, l'innovation technologique et ce qui relève de la démocratie, c'est-à-dire de la décision publique. Alors, dans tout projet, il est important que les élus, que le politique, soient aussi porteurs des projets. Hein. Si un projet n'est pas porté au niveau politique et au niveau direction des collectivités, les agents des collectivités ne pourront pas participer au projet. Parce que de toute façon, il faut leur libérer du temps. Et il faut les motiver. Ensuite, certains projets que l'on a essayé de mettre en place ont eu des blocages au niveau politique. Le partage des données. Il y a 10 ans, 5 ans, il était hors de question entre collectivités de se partager les données. Chose qui n'est plus vraie maintenant. Hein. Les évolutions, les mentalités ont changé. Donc, si, ça a changé. Nous, ce qu'on voit, ça a changé. Donc, les choses changent. Donc, dans certains cas, oui, ça peut être un frein, mais avec le temps, les choses changent. Donc, pour nous, ça ne fait partie que de la discussion. Quand on choisit nos pilotes, on le prend en compte. Hein. On ne va pas aller voir directement les agents des collectivités en leur disant voilà, on va mettre en place ce projet-là. Non, il y a tout un process à suivre. Il y a, on va parler d'organigramme, hein, il faut suivre l'organigramme. Et si on ne va pas avoir la tête, les gens ne suivent pas. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Deuxième question. Tout ce qui est RRPI et tout ce qui est zone de couverture, en fait, votre question, c'est essentiellement par rapport au réseau. Certains de nos projets ont eu des problèmes parce que justement la couverture réseau n'était pas bonne. Voilà. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et ça, c'est grâce au département. Il y a justement la couverture en fibre de tout l'RRPI du 06. Là, je ne peux parler que de ce qu'on connaît nous. Hein, toutes les collectivités qu'on ne connaît pas, je ne peux pas en parler. Hein. Donc, par rapport à ce qu'on connaît nous, ces zones seront couvertes. Au niveau des adhérents du SICTIAM, quand on les rencontre et quand elles adhèrent au SICTIAM, il y a une sensibilisation aussi qui est faite. C'est-à-dire que une commune qui ne connaît rien à l'informatique, on l'éduque aussi. On lui apprend, on lui dit voici les objectifs, la finalité de ce qu'on met en place. Hein, on ne va pas mettre des ordinateurs pour que vous ayez un chauffage l'hiver. Non, non, le but de l'ordinateur, c'est pour vous aider à travailler, pour vous faciliter la vie. Et du coup, il y a de la formation qui va avec. Et ce qui fait que, au final, les collectivités sont sensibilisées. Mais ça se fait territoire par territoire. À mon sens, il n'y a pas d'irréversibilité. Les nouvelles générations, les gens auront de nouveaux besoins, et ce qui va faire que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain. Donc, bonjour à tous. Donc moi, par contre, j'ai pas de chance parce que je passe en dernier juste avant le repas. Donc je vais vous présenter en quelques mots la Fabrique des mobilités. Donc c'est une initiative qui a été lancée par l'ADEME début d'année dernière, début 2015. Donc vous pourrez aller voir lafabriquedesmobilités.fr. Donc sur Twitter, c'est fab_mob. Et vous avez à peu près ce qu'on a publié jusqu'à maintenant. Alors, donc, comme le nom l'indique, on s'intéresse au secteur industriel de la mobilité. Et on voit bien que le numérique joue un rôle multiple dans ce secteur industriel. Ce secteur industriel rassemble des acteurs publics, une autorité publique qui rassemble des acteurs industriels, gros acteurs industriels, des startups, des géants du numérique qui arrivent dans ce domaine-là. Et puis rassemble des usagers, des utilisateurs qui deviennent maintenant contributeurs de services de mobilité. Et donc tous les petits silos qu'on avait fait avant, transport public, transport privé, transport collectif et individuel, tout ça est en train d'exploser joyeusement. Et les acteurs industriels nouveaux arrivent dans ce secteur-là. Et donc on a eu l'idée de regarder un petit peu comment on pouvait innover différemment, ou plutôt comment on pouvait soutenir l'innovation différemment, puisque les processus d'innovation changent radicalement par le numérique.
Et des acteurs qui ne sont pas du secteur industriel concerné sont en train de bousculer des filières industrielles entières. Et donc l'idée est de voir comment on peut soutenir l'innovation différemment. Donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait et ce dispositif il est innovant sur plusieurs points. Il rassemble 4 dynamiques conjointes que je vais vous décrire ici. Pendant toute l'année 2015, on a rassemblé 40 partenaires. Je vais aussi essayer de les décrire ici, tous très différents, hétérogènes, mais on a besoin de rassembler tous ces acteurs-là. Alors, dans les acteurs, il y a bien sûr les acteurs industriels du secteur historique, donc les constructeurs automobiles, à travers la plateforme de la filière automobile, les acteurs de l'énergie, comme Total ou Engie, les acteurs de la route, Cola ou Vinci, mais également les laboratoires de recherche comme l'IFSTAR, l'IFP, l'Institut français du pétrole, des incubateurs et des accélérateurs de start-up, comme ici l'incubateur PACAEST ou Mines Télécom Paris. Nous avons aussi rassemblé des écoles d'ingénieurs comme l'ESTACA, l'IFP, Mines Télécom, et puis des pôles de compétitivité qui sont assez nombreux dans le secteur des transports. Il y a également des acteurs publics comme la Caisse des dépôts ou le CEREMA. Donc ces partenaires industriels et labos et acteurs publics vont apporter des ressources à des projets de start-up que nous allons sélectionner. Donc la première dynamique, en fait, c'est d'accompagner sur une durée d'à peu près une année des projets innovants en leur donnant accès à des ressources apportées par ces partenaires. Dans les partenaires, il y a aussi des territoires, et c'est là le point intéressant avec ce matin. Donc il y a le département, par exemple, des Alpes-Maritimes, il y a la région Île-de-France, il y a la ville de Paris, la métropole de Nice, le Grand Lyon, la CASA. Et donc ces partenaires, ces territoires vont apporter des territoires permettant aux startups d'aller plus vite. Notre objectif est de raccourcir en fait le temps que met un entrepreneur à rassembler ses ressources pour lui permettre de trouver un modèle d'affaires et éventuellement de trouver un marché. Donc notre objectif c'est de leur rassembler ces ressources, ces richesses et de leur faire gagner ce temps-là. Alors comme ça a été dit, en fait la plupart des projets qu'on va sélectionner vont échouer. À peu près 90% échouent. Et donc ce qu'on leur demande en fait c'est de contribuer dès le départ à produire des communs. L'accompagnement est gratuit, ils ne payent pas. La seule contribution qu'ils ont à l'écosystème en fait c'est de produire des communs. Donc le commun est une ressource qui est gérée par une communauté et qui est un intermédiaire entre le public et le privé. Le public a intérêt à protéger le commun. Wikipédia par exemple est un commun. Mais il y a des règles, on ne peut pas faire ce qu'on veut, sinon ce qu'on a publié est détruit. Donc des communs, il y en a plusieurs, on en a déjà listé plus d'une centaine dans le secteur des transports. Ça concerne des données, des connaissances, du logiciel et même du matériel, hein, puisqu'il y a des industriels français et puis étrangers également, qui sont en train de développer des voitures open source, des voitures entièrement documentées et accessibles, qui permettent donc de faciliter l'arrivée de nouveaux entrepreneurs dans le domaine de l'automobile, puisque si vous avez une idée, c'est bien plus facile d'aller tester votre idée sur un véhicule open source que chez un véhicule d'un constructeur automobile. Donc c'est complémentaire aux approches traditionnelles. Donc ce qu'on demande aux projets qu'on va accompagner, c'est de contribuer au commun pour finalement augmenter la richesse de l'écosystème. Donc ça, c'est la première dynamique de la fabrique. La deuxième dynamique, c'est qu'en faisant ça, on va apporter des projets innovants aux différents partenaires, territoires, industriels et laboratoires, et accompagner ces acteurs dans leur transformation numérique dans des projets concrets. C'est-à-dire que ce n'est pas théorique, c'est vraiment dans des projets industriels pour trouver un modèle d'affaires et valider des produits. La troisième dynamique, je voulais indiquer, c'est la création de communs, donc de ressources qui sont ouvertes, gérées par des communautés d'acteurs. Et la quatrième dynamique, c'est de créer des communautés d'intérêt pour faciliter là aussi et abaisser les barrières à l'entrepreneuriat. Des communautés d'intérêt sur des domaines très, très vastes. Ça peut être le covoiturage quotidien, par exemple. En France, il y a plus d'une dizaine de startups. Il y en a certaines qui sont ici, qui travaillent sur le sujet du covoiturage quotidien. C'est un besoin des territoires. Essayons de les faire travailler ensemble pour déterminer les communs, les ressources peut-être qu'il faudrait mutualiser pour éviter de faire
10 fois la même chose, et puis de les amener à travailler ensemble. Ça peut être également le transport et le blockchain, qui est une technologie qui arrive dans le domaine de la finance et qui a un fort intérêt dans le domaine du transport. Essayons de créer une communauté d'intérêt nationale rapidement là-dessus. Donc voilà les quatre dynamiques de ce dispositif. Donc nous avons sélectionné les 10 premiers projets qu'on va accompagner. Ça va commencer en février de cette année, pour une durée d'1 an. Et puis après, ça sera renouvelé. Et pour conclure, en fait, je dirais que ce dispositif est un dispositif culturel. Ça a été dit, en fait, hein, c'est bien d'utiliser des nouvelles façons de soutenir l'innovation pour construire une culture commune dans l'action, hein, entre des territoires, des acteurs industriels gros et petits, et des laboratoires et des structures publiques. Je vous remercie. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, j'ai pas juste indiqué, en fait, je travaille donc à l'ADEME, à Sophia Antipolis, ici, qui est un centre national pour le sujet des transports. Voilà. Je vous remercie. Simplement, si vous pouviez simplement préciser comment vous articulez ce qui est entrepris au niveau du laboratoire ou des transports et les finalités de l'ADEME. Parce que là, il m'a semblé qu'il manquait un peu le rapport entre les deux niveaux d'interprétation. Oui. Alors, évidemment, les projets qu'on va soutenir sont des projets qui portent en eux des valeurs et des critères énergétiques et environnementaux. La grande difficulté, c'est de bien sûr les estimer au départ. On regarde aussi a posteriori, par exemple le covoiturage Blablacar. Quel est le bilan environnemental de Blablacar? C'est loin d'être évident à documenter, parce qu'il y a des effets rebonds multiples sur le train, sur le prix du train, etc. Donc l'objectif, c'est bien de favoriser et de faire émerger des entreprises nationales, mais à vocation européenne, parce qu'on se connecte déjà au niveau européen, c'est-à-dire que ce dispositif, on veut le faire européen, rapidement, pour concurrencer des acteurs américains ou chinois dans ce domaine-là. Donc on pourrait dire que vous êtes un peu à la soudure entre... Et pourquoi l'ADEME? Je finis. Voilà, comme ça sera la réponse à votre question. Pourquoi l'ADEME? Eh bien parce qu'on parle à la fois des collectivités, à des secteurs industriels dans nos différentes thématiques, aux laboratoires de recherche. Et donc on a la capacité de les réunir et d'avoir un peu le rôle de tiers de confiance dans cette dynamique-là. Vous êtes un peu la soudure entre ce qui serait la transition énergétique et la transition numérique. Vous liez les deux logiques. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire avec les partenaires, de les amener à engager ces doubles transitions en utilisant les projets comme des catalyseurs ou comme des éléments de stress pour venir les dynamiser, quoi. Alors donc pour illustrer le débat, je voulais juste vous dire qu'il y avait un internaute qui nous expliquait qu'il était à sa 15e connexion au niveau de Manosque. Donc on le remercie pour sa ténacité à suivre cette journée. Et ça illustre bien la fracture numérique et les problèmes de réseau et de débit qu'il peut y avoir sur certains territoires. On a une question aussi qui s'adresse à tous les quatre. Donc le politique n'est-il pas toujours à l'initiative des projets innovants pour sa collectivité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut avoir effectivement un soutien administratif, donc déjà au niveau du management, puisque c'est la partie très opérationnelle de la mise en œuvre de l'innovation. Mais sans soutien politique, on ne va pas bien loin. Donc pour moi, il faut vraiment aussi cette dimension-là. Voilà. Oui, moi je pourrais partager le retour d'expérience de Blablacar que moi je connais depuis le début du lancement. Donc Blablacar est quand même intéressant parce qu'il a montré qu'on pouvait changer des comportements massifs en très peu de temps. C'était pas possible au départ de monter dans la voiture de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ça n'allait pas marcher. La SNCF n'y croyait pas du tout d'ailleurs, il est allé les voir. Et il a travaillé avec les collectivités plusieurs fois, et puis en fait de son retour d'expérience, c'est qu'il a grosso modo perdu du temps, puisque chaque élu voulait avoir son site de covoiturage, mais en fait une fois qu'il l'avait, il ne fonctionnait pas et ça s'arrêtait là. Donc après il a travaillé directement le contact avec le citoyen, avec l'utilisateur, et là après il a par un certain nombre d'innovations progressé. Ça ne veut pas dire que l'élu doit rien faire, mais voilà, il y a cette dualité de vouloir initier, mais à un moment donné de laisser faire aussi l'entrepreneur, si on veut faire émerger des acteurs qui sont de taille
internationale, quoi. Ben, le sujet est évoqué tout à l'heure. En fait, les sources d'idées peuvent aussi venir des élus. Les élus rencontrent des administrés, les administrés leur parlent, et donc du coup, ben, il est tout à fait normal que des idées émergent aussi de la part des élus. Mais comme disait Magali tout à l'heure, s'il n'y a pas de portage politique au niveau des projets, les projets ne vont pas bien loin. Donc les idées sont de sources multiples, les élus en font partie, mais le portage doit forcément être politique. Donc je complète en disant que les projets sont délibérés, donc ils passent par l'instance où les politiques vont débattre de est-ce qu'il est bien ou pas bien le projet, et il peut s'arrêter à cette instance-là. Et autre chose, pour finir sur note positive, les projets numériques, c'est 1 0 de moins que les projets en bâtiment. Donc dans cette période de pénurie budgétaire, je suis très positif sur l'envol des dépenses publiques dans le numérique, vu que ce coûtera nettement moins cher que de faire un équipement en dur. Ben, nous vous remercions. Je pense que c'est terminé, là. Il n'y a plus de questions. On arrête, d'accord. Non, moi j'avais simplement une petite remarque à propos de Blablacar. Après j'arrête. Est-ce que vous n'êtes pas confronté à une question de rivalité des finalités, si je puis dire, entre ce qui est de la rentabilité financière pour Blablacar et ce qui est des critères du service public? Est-ce que là il n'y a pas un conflit des rationalités? Je n'ai pas compris votre question, en fait. Je veux dire que vous avez là un opérateur privé dont la finalité c'est d'optimiser son investissement, et de l'autre, vous avez des opérateurs publics qui ont une autre finalité qui est le service public. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de rationalité? Quand on soutient des entrepreneurs, on soutient des entrepreneurs qui ont des finalités d'entrepreneurs. Dans tous les projets... Vous avez des opérateurs publics qui n'ont pas les mêmes finalités. Donc vous qui êtes un établissement public, et vous n'êtes pas confronté à un conflit de rationalité? Pas du tout. Il y a dans la fabrique également des opérateurs de transport public, par exemple, Transdev, qui par ailleurs, a constaté que face à des acteurs comme Google, très, très nettement, les amène à s'ouvrir à des entrepreneurs et à l'innovation et à des startups, parce qu'ils sont déjà trop petits, même s'ils sont mondiaux, face à des acteurs numériques de cette taille-là.